Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des histoires de fantômes. Alors ce sont pas des histoires de fantômes qui peuvent ressembler à d'autres histoires que je racontais sur la chaîne où on a des histoires un peu romancées, un peu à l'image de thread horror Reddit. Ça va être des histoires de fantômes. Si je devais comparer ça, je dirais que ça se ressemble plus à des histoires qui ressemblent à des histoires de maisons hantées, de châteaux hantés, ce genre de choses, parce que là, ce sont des histoires déjà qui sont apparemment vraies, et en plus de ça, ce sont pas forcément des histoires que des gens ont vécues. Ça ressemble plus à des sortes de légendes urbaines, ok? Voilà le topo. Je vais vous parler de trois histoires qui n'ont aucun point commun entre elles, mis à part que ça concernerait des fantômes, mais pas forcément que ça. Vous allez voir, une des histoires concerne apparemment le diable. Donc bon, on va voir tout ça ensemble. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui vont arriver. Et puis nous, on est parti pour se plonger dans ces histoires de fantômes. Là, je vais vous parler d'un fantôme qui entrait une île, l'île de Paulis. Mon accent est éclaté, je vais avoir du mal à le dire, mais apparemment ce fantôme serait le fantôme d'un homme en gris qui se présenterait avant les tempêtes. Il viendrait en bon samaritain pour avertir les résidents de l'île qu'il va y avoir une tempête et du coup il faut se mettre en sécurité pour pas se prendre la tempête en pleine tronche. Ce serait une figure fantomatique, dressée de vêtements qui semblent gris. À chaque fois, il se tiendrait sur la plage, il ferait des signes aux gens qui seraient non loin de la plage avant de disparaître comme ça dans l'air, de se volatiliser. Les personnes qui voient cet homme en gris, ce fantôme, survivent tout le temps à la tempête qui suit son arrivée. Donc ça c'est plutôt positif. Pour une fois que quand tu vois un fantôme tu clamses pas direct derrière, c'est plutôt bien. On dit que ce fantôme gris sauve des vies parce que la sienne, il n'a pas pu la sauver. Voilà ce que dit une petite légende à son sujet. Il était le fils d'un riche homme et un soir, ce fameux fantôme gris, quand il était encore en vie, est allé voir sa petite amie. Cette petite amie vivait de l'autre côté de l'île. Il venait de retourner d'un long voyage en mer, du coup ses ambitions amoureuses étaient plutôt simples, l'épouser. La jeune femme a attendu que son amant vienne, mais il ne s'est jamais présenté. On dit que le jeune homme, alors qu'il était sur la route pour aller chez sa petite amie, était tellement pressé qu'il a pris un raccourci. Il aurait traversé un marais et son cheval a trébuché et est tombé. Lui, ça l'a propulsé et malheureusement, il est tombé sur un terrain de sable mouvant. Donc cet homme commençait à se faire engloutir malgré ses efforts. Il n'a pas pu se libérer de l'emprise des sables mouvants et il est décédé seul. Sa petite amie était dévastée d'apprendre son décès. Ça l'a rendue quasiment folle, à tel point qu'elle restait souvent seule sur la plage, désespérée à repenser à son amour perdu. Un après-midi où il y avait beaucoup de vent, elle était en train de marcher comme à son habitude sur la plage quand elle a vu un homme habillé en gris. L'homme regardait en direction de l'eau et au fur et à mesure que la jeune femme s'approchait de l'homme, il commençait à bouger. D'un coup, la jeune femme sentait que son estomac n'était pas très bien, elle avait un nœud à l'estomac comme si elle pressentait quelque chose. Et effectivement, elle avait bien raison de pressentir quelque chose parce qu'elle a reconnu l'homme en gris, c'était l'homme qu'elle avait perdu. Bien sûr, elle n'en croyait pas ses yeux, et d'un coup, une lueur venant de l'eau a emporté l'homme. Quand la lueur a disparu, l'homme, lui, n'était plus là. La jeune femme était terrifiée devant ce spectacle, elle ne comprenait pas ce qui s'était passé, du coup elle est vite rentrée chez elle, elle a dit à sa famille ce qu'elle avait vu. Bien sûr, on a eu du mal à la croire, ses parents pensaient qu'elle était devenue folle, pour de bon, donc ils l'ont emmenée voir un docteur. Ils l'ont emmenée sur une autre île, parce qu'il n'y avait pas de médecin sur l'île où se passe l'histoire, et pendant cette nuit-là, alors qu'elle était en consultation, un ouragan a dévasté l'île. On a appelé ça le grand ouragan, et la plupart des maisons qui étaient présentes sur l'île avaient été détruites. Le lendemain, quand la fille et ses parents sont revenus, l'île était en ruine. Près de 300 personnes avaient perdu la vie. Certains avaient été emportés par les eaux, d'autres étaient décédés dans les décombres de leur habitat. Vraiment, c'était un champ de ruines. Néanmoins, il y a une maison qui a survécu à l'ouragan. Cette maison-là, c'était la maison de la jeune fille. L'ouragan n'y a pas touché. C'est comme si une force invisible avait protégé la demeure de la femme. Pour la jeune femme, c'était clair et net. C'est son amant décédé qui était revenu d'entre les morts pour la prévenir d'un horrible destin. C'est depuis ce jour-là qu'on dit que l'homme gris se présente toujours avant des terribles tempêtes pour tout simplement prévenir les gens qu'un malheur va arriver. En 1893, une famille a vu cet homme gris. Connaissant la légende entourant ce fantôme, ils ont immédiatement quitté l'île et ils ont bien fait parce que après leur départ, un ouragan a consumé l'île, faisant 1500 morts. En 1954, un couple marié s'est rendu sur l'île de Paulis. Ils étaient venus pour leur lune de miel, et un jour ils ont remarqué ce fameux homme gris.
Ils l'ont vu, habillé d'un long manteau gris, d'un chapeau gris qui masquait son visage, et il a disparu. Également, au courant de la légende, le couple est parti, et un ouragan a surgi, faisant 95 morts. En 1889, un homme et sa femme se baladaient tranquillement sur les plages de l'île. Ils ont vu, au loin sur la plage, l'homme gris, ils ont voulu s'en approcher, mais une fois qu'ils se sont approchés, l'homme a disparu, comme ça, comme de la poussière qui disparaît dans l'air. Le couple également était au fait de la légende qui a entouré les avertissements de l'homme gris, donc ils ont vite fait leur bagage et ils sont partis. Un ouragan a aussi attaqué l'île après leur départ, faisant 76 morts sur son chemin. C'est là que cette histoire se termine. C'est sûr que si jamais tu comptes visiter l'île, vaut mieux faire attention à la plage, tu vois pas un homme gris, et si t'en vois un, tu réserves tes billets retour directement. Tu vois, je me demandais pourquoi les gens en soi, ils déménagent pas tous de l'île, mais c'est vrai que je regarde un peu quelques photos, ça va, c'est joli, ça donne envie d'y aller d'un côté. Tu comprends mieux pourquoi il y a des gens qui, c'est pas une île où il y a que des ruines et tu te dis ça donne pas envie, tu la laisses telle quelle et on n'en parle plus, tu vois, il y a quand même, ça a l'air d'être une petite île paradisiaque si tu vois ce que je veux dire. Moi j'aime bien cette histoire. Pour une fois qu'on n'a pas un fantôme qui est là pour tuer tout le monde ou posséder des gens, je trouve que ça fait plaisir d'avoir un truc qui change un petit peu, d'avoir quelqu'un, un fantôme qui est honnête, qui est gentil, qui est là pour dire les gars cassez-vous parce que sinon vous allez crever. Après ce qui est dommage dans l'histoire, tu vois, je serais curieux de savoir si par exemple tu vois l'homme gris et que tu quittes pas l'île. Est-ce que tu survis quand même? Parce que tu vois, à la base de l'histoire, on dit que la maison de la jeune fille a survécu. Et la maison, elle pouvait pas partir. Donc la jeune fille, oui, c'est normal parce qu'elle est partie, qu'elle a rien eu. Mais la maison, ça veut dire que l'homme l'aurait, entre guillemets, protégé. Donc est-ce que si tu restes sur l'île, est-ce qu'on va quand même te protéger ou est-ce qu'il faut quand même que tu t'en ailles? Ça, c'est le petit truc, tu vois, j'aurais bien aimé savoir ça. En tout cas, on passe à la deuxième histoire. On va parler de la femme brune de Raynham Hall. Alors cette histoire-là, ça concerne une photo qui a apparemment été très populaire où on verrait sur la photo le fantôme d'une femme. Selon le site que j'utilise pour raconter cette histoire, c'est la photo de fantôme la plus connue au monde. Donc peut-être que vous la connaissez, il y en a peut-être qui ne la connaissent pas, en tout cas c'est de ça dont on va parler maintenant. Alors les gens qui ont pris cette photo, ils ont vu d'abord de leurs propres yeux la femme descendre des escaliers, la femme présente sur la photo, et ils ont réussi après coup à capturer l'image pour l'éternité. Ensuite, la photo a été publiée dans un magazine et on l'a appelée la femme brune parce que apparemment, elle portait une robe marron. La photo est en noir et blanc, du coup, c'est pas forcément facile à discerner, mais selon les dires de ceux qui ont pris les photos, c'est la couleur des vêtements qu'elle portait. Elle aurait été vue plusieurs fois portant les mêmes vêtements à Raynham Hall, descendant les escaliers, et après quelques enquêtes, on peut penser que ce fantôme est le fantôme d'une femme, du nom de Lady Dorothy Walpole. Elle vivait sur place à Raynham Hall et elle a connu un destin assez tragique. Il se trouve qu'elle avait un mari. Sauf que ce mari-là, elle le trompait. Le mari l'a appris et pour la punir, il l'a enfermée. Il l'a enfermée pas dans une prison, dans ses appartements, où elle est décédée d'une maladie, la variole, à l'âge de 40 ans. Donc elle n'est pas morte vieille. Sauf que, il y a des rumeurs qui disent que la maladie ne serait pas la cause de sa mort, mais sa mort serait due à un assassinat. Assassinat commis par son mari, qui, fou de rage, l'aurait jeté dans les escaliers. D'où le fait qu'elle y serait condamnée, entre guillemets, à y rester pour l'éternité. Elle serait là, dans l'escalier, de 1 parce que ce serait le lieu de son décès, mais de 2, c'est qu'elle serait à la recherche de ses 5 enfants. Et rappelez-vous, on a déjà vu des histoires de fantômes sur la chaîne, où il y avait des fantômes qui recherchaient constamment leur enfant. J'ai en tête comme ça une histoire d'un homme qui avait un hôtel à côté d'une mine. J'avais déjà raconté l'histoire sur la chaîne, donc peut-être que ça fait doublon pour ceux qui la connaissent. Mais voilà, il avait tué une femme qu'il avait mis enceinte, et la femme était à la recherche de son bébé, même dans la mort. Une nuit en 1849, 2 hommes ont pris les escaliers où a été remarquée la femme brune pour aller au lit. Ils ont vu la femme, ils ont été impressionnés par son style, de sa grâce quand elle descendait les escaliers, sauf qu'ils ont remarqué que ses yeux étaient manquants. Des employés qui travaillaient sur place ont également vu la même chose et eux par contre leur réaction ne s'est pas fait attendre, ils ont posé leur démission. On peut comprendre que travailler avec un fantôme dans le coin, surtout si le voir c'est quelque chose de régulier, ça te fasse plutôt peur et ça ne te mette pas très bien. Donc on peut comprendre qu'ils se disent je vais aller travailler au McDo du coin là où je suis sûr qu'il n'y a pas de fantôme. Des inspecteurs ont été appelés pour mener une petite enquête, savoir si tout ça ne serait pas lié à une farce peut-être. Mais bon, l'enquête n'a pas forcément donné grand chose. En 1926, une femme a rencontré le fantôme de celle qui aurait potentiellement été assassinée. On ne sait pas trop. Elle n'avait jamais entendu parler de l'histoire de la personne, mais en tout cas, elle a vu un portrait de Dorothy Walpole. Et pour elle, c'est sûr et certain, le fantôme qu'elle a vu et Dorothy Walpole était la même personne. Donc là, on a plutôt une confirmation, selon les dires de cette femme, que, effectivement, le fantôme est bien celui de Dorothy Walpole. Un auteur, Captain Marryat, a voulu rester dans une pièce où on disait que la femme brune apparaissait. Il marchait dans un couloir,
avec 2 autres personnes, et à un moment donné, il s'est retrouvé face à face avec une figure de femme, une figure fantomatique. Cette figure fantomatique s'approchait de plus en plus de l'auteur, une lanterne à la main, et immédiatement, l'auteur a reconnu le fantôme qui se trouvait devant lui. Dans sa chambre, là où il logeait, il avait un portrait de Dorothy Walpole, donc il avait ce visage bien en tête. Et pour lui, ça ne fait également aucun doute, ce fantôme était bien cette femme-là. En passant à côté de l'auteur et des 2 invités, le fantôme leur a jeté un regard, pas méchant ou pas amical, très neutre. Néanmoins, ceux qui ont subi ce regard, l'auteur et les 2 invités, eux, ont été tétanisés instantanément. Le Capitaine Maria, qui avait une arme à feu sur lui, a réagi sur le coup, il l'a sorti, il a tiré sur le fantôme. Chose à ne pas faire, je pense. Et de toute manière, ça a servi à rien, parce que les balles sont passées au travers du fantôme, chose auquel on pouvait s'attendre, et ont été retrouvées sur la porte qui se trouvait juste derrière lui. Donc comme quoi, t'as usé une balle, t'aurais pu blesser quelqu'un, ça servait à rien. Le roi George IV aurait eu également une rencontre avec ce fantôme. Lui, il passait la nuit sur place, et il a été réveillé pendant la nuit. Lui, il n'a pas croisé le fantôme dans un couloir ou dans l'escalier, il a trouvé le fantôme qui se tenait juste devant lui, à attendre. En tout cas, juste cette vision fantomatique a apeuré le roi George IV, il a quitté son lit, et il a dit « Je ne passerai pas 1 heure de plus dans cet endroit maudit. J'ai vu ce que j'espérais ne jamais voir. » Et depuis, on va dire que cette affaire est un mystère. On ne sait pas si la photo qui a été prise est une invention, un canular, ou si c'est quelque chose d'authentique. Apparemment, et je dis bien apparemment, des experts auraient analysé la photographie et auraient déclaré la photo comme authentique. Bien sûr, information à prendre avec des pincettes. En tout cas, c'est une histoire, je trouve, fascinante. Une petite histoire de chasse de fantômes comme ça fait toujours plaisir. En tout cas, là où c'est très intéressant, c'est qu'on a une backstory. On ne nous dit pas juste il y a un fantôme qui est là et débrouille-toi avec ça. On peut donc supposer que le fantôme, je dis supposer, mais on peut même plutôt affirmer, que le fantôme vu serait celui de Dorothy Walpole. Et du coup, on connaît son histoire. Elle aurait eu une liaison hors mariage. Et ça lui aurait potentiellement, parce que ça par contre ce n'est pas forcément avéré, ça lui aurait potentiellement causé la mort. Et si c'est une mort douloureuse, on peut comprendre qu'elle soit condamnée à errer là où elle a été assassinée. On a déjà vu ce genre de cas dans d'autres histoires sur la chaîne. Allez, maintenant on passe à la dernière histoire. Cette histoire, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, va concerner le diable. Mais pas le diable en tant que tel. Apparemment, quelque part, on aurait trouvé ses empreintes de pas. On est le 9 février 1855, et c'est à cette date que les empreintes de pas du diable ont été trouvées. On est en Angleterre, à Devon, quand des gens se réveillent tranquillement et trouvent dans la neige des empreintes de pas étranges. Ces empreintes ont la forme de sabots et ils s'étendent sur des kilomètres. Vraiment, en suivant ces empreintes, on peut aller d'une ville à une autre. Sauf que ce qui est étonnant avec ces empreintes, c'est qu'elles ne sont pas fixes, c'est-à-dire en ligne droite, et voilà, comme quelqu'un aurait pu le faire. C'est qu'on trouve ces empreintes qui vont dans les jardins des maisons, elles se retrouvent sur les murs, sur des toits, en gros à des endroits où aucun homme ni animal ne pourrait se rendre. En tout cas, tu pourrais pas t'y rendre sans laisser d'autres empreintes. Par exemple, ça pourrait être un animal, ok, mais un animal ne peut pas marcher forcément sur les murs, il ne peut pas se rendre sur un toit comme ça. Vous voyez, un homme, pareil, il ne peut pas faire tout ça lui-même. Il n'y a pas un homme précis qui en est capable, il n'y a pas un animal précis qui en est capable, donc on ne sait pas forcément ce que c'est. Les traces ont été suivies, et à un moment donné, elles s'arrêtent. Elles s'arrêtent net, pas devant un lieu qui pourrait indiquer qu'un individu est rentré par exemple dans une maison. Elles s'arrêtent net comme si la personne qui était le propriétaire, si on peut appeler ça comme ça, de ces empreintes, avait disparu comme ça, au milieu d'une forêt, sans rien faire. Il a disparu dans l'air. Il y avait également des irrégularités dans ces traces, c'est que parfois elles étaient très rapprochées, comme une marche normale pourrait le faire, mais des fois elles étaient très distancées. Donc c'est à dire que par exemple, tu suivais les empreintes et après pendant 3 mètres il n'y avait rien. Elle reprenait. Pendant 6 mètres il n'y avait rien et elle reprenait. Rapidement, la nouvelle s'est propagée. Des empreintes, on ne sait pas à qui ils appartiennent, qui ont des formes étranges. Les gens commencent donc à être quelque peu apeurés. Et c'est là que beaucoup de personnes vont se dire que ces empreintes appartiennent bien à quelqu'un de très peu recommandable, le diable en personne. Et bien sûr, vu que la terreur appelle la terreur, des gens ont commencé, à partir du moment où la rumeur concernant ces empreintes de pas a bien circulé, à voir une sorte de silhouette démoniaque de temps en temps, au loin. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens se sont tellement mis quelque chose dans la tête qu'ils pensent maintenant voir parfois des choses. Je dis pas que c'est faux ou que c'est vrai, mais généralement, quand tu te mets un truc dans la tête, tu as tendance à peut-être plus le remarquer. Du coup, qu'est-ce qu'on se dit? La terreur appelle la terreur, et la terreur peut aussi appeler quoi? La violence. Quand on a peur de quelque chose, on veut le détruire. Donc des habitants s'arment et partent à la recherche de la bête, du diable qui a provoqué ces empreintes, pour la tuer. Néanmoins,
Là, je vous ai parlé de l'aspect un peu religieux. Il y en a évidemment qui pensent que ce n'est pas du tout le diable qui a laissé ses empreintes. Ceux qui ne croient pas à la théorie démoniaque pensent que ça pourrait être par exemple des empreintes d'animaux, on va dire une sorte de coïncidence, un mix. À un moment donné, c'était, je dis une bêtise, un chien qui a fait les empreintes à un endroit précis, après c'était un oiseau qui a fait les empreintes à un autre endroit, vous voyez ce genre de choses. Mais en tout cas, bon là j'ai pris deux animaux totalement différents, mais là les gens parlent plutôt d'animaux qui ont des similarités. Ils parlent de souris sauteuses, de kangourous, ce genre d'animaux là. Néanmoins, bon, pour ceux qui analysaient les traces, bah il n'y avait aucun animal, même si tu prenais qu'une portion de là où il y avait des empreintes, qui semblait pouvoir correspondre à ce type d'empreinte là. C'est les seules informations que j'ai à vous donner. Après il y a pas mal de critiques hein, sur cet événement là, dans le sens où parfois, alors là on va se mettre du côté un peu paranormal, démoniaque. Parfois tu ne veux tellement pas croire quelque chose parce que ça t'effraie que tu vas trouver d'autres possibilités qui peuvent parfois ne pas coller du tout. Tu peux avoir toutes les preuves devant toi que ce que tu dis n'est pas bon, mais si tu n'as pas envie de croire au pire, bah tu vas dire non mais il y a forcément une explication. En tout cas, beaucoup ont déjà accepté le fait que le diable est venu sur notre terre et a marché dans la neige de Devon, a regardé pendant une nuit froide d'hiver, et y cherchait dans les villes notamment de Devon des pêcheurs qu'il aurait pu emmener en enfer. Des pêcheurs, pas ceux qui vont à la pêche, hein, des pêcheurs ceux qui ont commis des péchés, qui ont fait des choses mal. Aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui est resté inexpliqué, et c'est encore un mystère total. Alors, vous, qu'en pensez-vous? Je suis curieux de savoir, si nous, ça nous arrivait en France, comment on réagirait? Est-ce qu'on évoquerait la possibilité de quelque chose de paranormal, donc quelque chose qu'on ne comprend pas, ou est-ce qu'on chercherait à rationaliser à 100% la chose? Je pense, alors ça c'est mon avis, que nous on chercherait plus à rationaliser la chose. Après, peut-être que c'est à l'époque où on n'avait pas forcément tous les moyens techniques, scientifiques de démontrer certaines choses, qu'on avait plus tendance à qualifier les choses qu'on ne comprenait pas, ou qu'on n'arrivait pas à découvrir, sur le paranormal. Alors que nous maintenant, s'il y a un truc qu'on n'arrive pas à découvrir, bah on va pas se dire c'est paranormal, on va se dire c'est explicable, mais on n'a juste pas la solution maintenant. Enfin, c'est mon avis et je trouve que c'est plutôt correct ce que je dis. Tu vois, genre j'ai des trucs qui m'arrivent en tête et c'est vrai que bon, ça colle. Ça colle. En tout cas les amis, on en a fini pour ces 3 histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. On va se remettre dans une ambiance beaucoup plus chill pour en débriefer tranquillement. Bah écoutez, moi j'ai bien aimé ces histoires. Ça change hein, radicalement de ce qu'on a pu voir. Là c'est plus on va dire des légendes, donc des mystères, des trucs un peu inexpliqués. J'aime beaucoup moi ce genre de trucs. Je pense que à l'avenir j'en ferai plus sur la chaîne parce que moi c'est quelque chose qui me passionne. Après on a rarement les réponses hein, aux questions qui sont mises en évidence dans ces histoires là. Ce qui est normal, hein, sinon ce serait pas des mystères inexpliqués. Mais non, je trouve ça cool. Je trouve ça cool et ça change de l'histoire du fantôme qui est tout méchant et tout. Tu vois, c'est plus mystérieux, c'est plus neutre. Du coup, c'est toi qui fais un peu ton avis de si tu considères que le fantôme est plutôt négatif ou gentil. Après, il y a des choses où ça reste un peu évident. Si jamais sur la dernière histoire, c'est bien des empreintes du diable, le diable, il est pas réputé pour être le plus sympa du monde. Pareil, pour la première histoire, là, c'est plutôt évident que le fantôme est plutôt amical, vu qu'il a l'air de sauver des gens. Dans la deuxième histoire, là, par contre, on sait pas trop. On sait pas trop parce qu'on n'a pas d'événement raconté où on nous dit le fantôme, il a fait quelque chose de malsain, il a rien fait de positif, tu vois. C'est comme si sa présence, on va dire, n'impactait en rien les vivants. Peut-être qu'il cherche, d'une manière ou d'une autre, à effrayer les gens qui sont à Raynham Hall pour les faire fuir. Ça, on ne sait pas, tu vois, genre, c'est pas dit forcément dans l'histoire parce que les gens, ils sont à la recherche du fantôme, en général. Donc, ils n'ont pas cette envie de fuir forcément, à part pour le roi qui avait passé la nuit, qui lui ne voulait pas justement rechercher le fantôme. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment. Moi, c'était un plaisir de vous raconter ces petits mystères. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Aiken, prenez soin de vous. Salut!